J'ai déposé ma femme à l'aéroport, persuadé qu'il s'agissait d'un simple voyage d'affaires de routine à Lyon. Mais au moment où j'allais reprendre la route de la maison, mon fils de 8 ans m'a agrippé la main, la voix tremblante. « Papa, s'il te plaît, ne rentrons pas à la maison ce soir. Je sais quelque chose sur maman. Il faut que tu me croies cette fois. » J'ai plongé mon regard dans ses yeux et j'y ai vu une peur authentique. Je l'ai cru et nous nous sommes cachés. Et ce dont j'ai été témoin ensuite me hante encore aujourd'hui. Avant que nous n'arrivions à ce que mon fils a vu qu'il a fait me supplier de ne pas rentrer, dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. Je veux savoir qui est éveillé en ce moment même, à l'écoute du moment qui a sauvé nos vies. Jeudi soir, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Une pluie fine mouchetait mon pare-brise alors que je me garais devant les départs. Sandrine s'est penchée et m'a embrassé rapidement. J'ai déjà conduit ma Renault Clio hier pour les réunions préparatoires, dit-elle en attrapant son bagage à main. Donc, tu as la voiture familiale ce week-end, chérie. Ça marche. On se voit vendredi soir. Je t'aime. Je t'aime aussi. Elle a disparu à travers les portes coulissantes. Blazer noir, cheveux blonds tirés en arrière, l'allure de la parfaite professionnelle en route pour Lyon. Je n'ai pas vu le mensonge. Derrière moi, Léo était silencieux dans son rehausseur, ses doigts triturant les bretelles de son sac à dos dinosaure. À 8 ans, mon fils était du genre observateur, le gamin qui remarquait des choses que les autres manquaient. J'ai passé la marche avant et me suis inséré dans le trafic de l'aéroport. Juste un autre jeudi soir, une autre dépose à l'aéroport. Juste un autre voyage d'affaires. Juste un autre Léo m'a attrapé le bras. Pas une petite tape, une poigne. Sa petite main s'est serrée sur mon avant-bras assez fort pour me faire sursauter. « Papa, on ne peut pas rentrer à la maison ce soir. » Je l'ai regardé dans le rétroviseur. Son visage était pâle. Ses yeux étaient trop grands. Mon premier instinct a été de soupirer. Encore une inquiétude, encore une ombre qui n'était pas vraiment là. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose de rassurant, de dédaigneux. Mais sa main tremblait. « S'il te plaît », sa voix s'est brisée. « S'il te plaît, crois-moi cette fois. » Cette fois. Ces deux mots m'ont transpercé parce qu'il m'avait déjà prévenu. La voiture étrange garée en face de notre maison 3 nuits de suite. Je lui avais dit qu'il imaginait des choses. L'appel téléphonique qu'il avait surpris à 2 heures du matin. J'avais dit que c'était un mauvais rêve. Je l'avais écarté, lui avait tapoté la tête, l'avait renvoyé au lit. Et maintenant, il me suppliait de le croire, tremblant sur la banquette arrière. Et je pouvais le voir dans ses yeux, une terreur pure. Pas de l'imagination, pas de l'anxiété, une peur réelle, le genre de peur qui vient quand on sait que quelque chose de terrible va arriver et que personne ne vous écoutera. Je roulais vers la sortie de l'autoroute A7. La maison était au nord, à 20 minutes de Valbonne. Notre maison avec la porte bleue et l'érable, la maison qui était censée être un refuge. Mais Léo tremblait, et je m'étais déjà trompé. Je suis ingénieur. Je calcule les risques pour vivre. Et à ce moment-là, avec la pluie qui tambourinait sur le toit et la main de mon fils agrippée à mon bras, le calcul était simple. Risque de le croire et d'avoir tort, nous perdons une nuit. Risque de ne pas le croire et d'avoir tort, quelque chose de terrible arrive. L'équation n'était même pas serrée. J'ai changé de voix. D'accord, dis-je doucement. Je te crois. Léo a expiré, un souffle tremblant, désespéré. C'est vrai? Oui, mon grand. C'est vrai. J'ai croisé son regard dans le rétroviseur. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait avant. Il a hoché la tête, clignant rapidement des yeux. J'ai pris la sortie vers la maison, mais mes mains étaient stables maintenant. Mon esprit était déjà en mode résolution de problème. Si quelque chose n'allait pas, si Léo avait entendu quelque chose, vu quelque chose, je devais savoir à quoi nous avions affaire. J'avais été enseveli sous le travail pendant des années. Des nuits tardives chez Airbus, des week-ends à rattraper des rapports, toujours à la poursuite de la prochaine promotion. Je me disais que je subvenais aux besoins de ma famille, mais la vérité était plus laide. J'avais cessé de prêter attention à mon propre foyer. Plus maintenant. Alors, au lieu de rentrer à Valbonne, j'ai pris un virage qui a tout changé. Nous allions à la maison,
mais nous n'allions pas entrer. Nous sommes restés assis dans l'obscurité, mon Renault Espace garé à l'ombre de 2 grands chênes en face de notre maison, dans la rue calme de Valbonne. J'avais passé 2 ans à concevoir cette maison. Chaque poutre, chaque système. Elle était censée être sûre. Les heures ont passé. Léo s'est assoupi contre la vitre. J'ai observé la lumière de notre Porsche, la porte bleue, l'érable qui se balançait. Tout semblait normal. À 22h45, je me sentais ridicule. Peut-être qu'on devrait juste aller voir, ai-je chuchoté. Peut-être que tu as mal entendu. Léo s'est réveillé en sursaut. Attends, papa. S'il te plaît, juste un peu plus longtemps. Le désespoir dans sa voix m'a retenu là, mais mon cerveau d'ingénieur calculait les probabilités, et elles n'étaient pas bonnes. Puis des phares. Non, pas des phares. Une forme sombre dévalant la rue, tous feux éteints. Une camionnette, noire ou bleu marine. Impossible à dire. Pas de plaque d'immatriculation avant. Elle a dépassé 2 maisons, puis a ralenti et s'est arrêtée juste devant la nôtre. Mon cœur battait la chamade. 2 hommes en sont sortis. Vêtements noirs, capuche relevée, visage couvert. Ils se déplaçaient avec détermination. Pas d'hésitation, pas de regard nerveux. Des professionnels. Qui sont-ils? Ai-je soufflé. Les méchants à qui maman parlait, a chuchoté Léo. Ils ont remonté notre allée comme si elle leur appartenait. Je m'attendais à ce qu'ils forcent la serrure, brisent une fenêtre. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler le 17. Puis l'un d'eux a sorti quelque chose de sa poche. Une clé. Ma clé. Il l'a glissée dans la serrure. Le pen a tourné avec un léger clic. Ils sont entrés dans ma maison. Comment? Ma voix s'est brisée. Comment ont-ils une clé? Il n'y avait que 3 clés. La mienne dans le porte-gobelet, celle de Sandrine censée être à Lyon, et le double que nous gardions dans un coffre-fort dans son bureau à la maison, le bureau qu'elle gardait toujours verrouillé. Maman la leur a donné, a chuchoté Léo. Je l'ai entendu. Elle a dit qu'elle la laisserait dans une enveloppe. Ma femme avait donné une clé de notre maison à des étrangers, de la maison où dormait notre fils. Des faisceaux de lampes de poche ont balayé les fenêtres, systématiques, fouillant. Puis j'ai senti l'odeur. Chimique, âcre. Mon cerveau l'a catalogué automatiquement. Accélérant, à base de pétrole, pas de gaz naturel. De la fumée s'est échappée de plusieurs fenêtres à la fois. Un travail de professionnel. Plusieurs points d'ignition. Ils ont aspergé la maison, tracé des pistes, probablement désactivé les détecteurs de fumée. Une lumière orange a fleuri à l'intérieur. Rapide, trop rapide pour être accidentel. Le feu a pris comme s'il était destiné à le faire. Les flammes ont léché les cadres des fenêtres. Les vitres ont volé en éclats sous l'effet de la chaleur. Les 2 hommes sont sortis, calmes, sans se presser, sont remontés dans la camionnette et ont disparu au coin de la rue juste au moment où les sirènes hurlaient au loin. Quelqu'un d'autre avait appelé les pompiers. J'ai cherché à tâtons le téléphone prépayé dans ma boîte à gants, j'ai composé le numéro avec des mains tremblantes. Feu au 2314, rue des Lavandes, à Valbonne, entièrement embrasé. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse poser de questions. Stratégique. Je n'étais pas prêt à révéler que nous étions en vie. Les camions de pompiers ont dévalé la rue en hurlant. Les pompiers ont sauté, tirant des lances, criant, mais je savais qu'ils ne pourraient pas la sauver. La maison brûlait trop fort, trop vite. 2 ans de travail réduits en cendres. Léo pleurait. De petits sanglots saccadés. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit, papa. Je l'ai serré contre moi, pressant son visage contre mon épaule. Tu nous as sauvés, mon fils. Tu nous as sauvé la vie. Il l'avait fait. Si nous avions été à l'intérieur, si nous avions dormi, ces hommes nous auraient enfermés. Nous aurions eu peut-être 2 minutes, peut-être moins. Mon fils de 8 ans nous avait sauvés d'une mort par le feu. Tandis que les pompiers luttaient contre les flammes, j'ai passé un autre appel. Celui-ci à une personne en qui mon père m'avait dit de faire confiance si j'avais un jour besoin d'une aide réelle. Maître Monique Dubois, une amie de papa de l'époque de son syndicat. Il m'avait glissé sa carte de visite dans la main lors de ses funérailles il y a 5 ans,
déjà affaiblie par le cancer. Garde ça, avait-il dit. Si tu as un jour besoin de quelqu'un qui ne recule devant rien, appelle-la. J'espérais seulement qu'elle se souviendrait de lui. Depuis mon point d'observation caché à un pâté de maison, j'ai regardé ma femme arriver sur les lieux de la destruction qu'elle avait orchestrée. Un VTC s'est arrêté juste après 23h30. Sandrine est sortie, a vu les ruines fumantes, et sa performance a commencé. Oh mon Dieu, ma famille! Stéphane! Léo! Elle a couru vers la maison, ses talons claquant sur le sol. Un policier l'a rattrapée avant qu'elle ne s'approche trop. Elle s'est effondrée contre lui en sanglotant. J'ai serré le volant, les jointures blanches. Le chef des pompiers s'est approché. Madame, nous n'avons trouvé aucun corps pour l'instant. Le feu était extrêmement intense. Sandrine a levé les yeux, le mascara coulant. Ils doivent être à l'intérieur. Stéphane m'a envoyé un texto au bonne nuit à 21h. Il dormait. Mais je l'ai vu. La micro-expression quand il a dit « pas de corps », ce n'était pas du chagrin, c'était de la peur. Elle avait peur qu'il ne nous ait pas trouvés. L'évaluation préliminaire suggère un problème avec le système de gaz, a poursuivi le chef. Nous mènerons une enquête complète. Le système de gaz? Sa voix est montée d'un ton. Mais Stéphane vient de le concevoir. Il est ingénieur chez Airbus. Nouveau sanglot. Elle mettait en place son récit, rejetant la faute sur mon ingénierie. J'ai attrapé la montre connectée de Léo, j'ai tapé rapidement. Salut chérie, Léo et moi nous sommes arrêtés pour dîner tard. On rentre bientôt. Envoyé. Le téléphone de Sandrine a vibré. Elle a baissé les yeux. Son visage est devenu blanc, d'un blanc d'os. Elle a levé les yeux, scrutant la foule, les ombres, les yeux hagards. Plus de performance. Une panique pure. Elle sait que nous sommes en vie. J'ai passé la marche avant et je me suis éloigné lentement. Sans phare. Papa, la voix de Léo était faible. Pourquoi on ne le dit pas à la police? J'ai choisi mes mots avec soin. Parce que pour l'instant, c'est notre parole contre celle de maman. Elle a un alibi. Les caméras l'ont vue à l'aéroport. Nous avons besoin de preuves d'abord. Tu te souviens comment je ne t'ai pas cru? Les adultes font la même erreur. Léo a hoché la tête lentement. Des preuves, comme à la télé. Exactement. J'ai conduit jusqu'à un Formule 1 près de l'aéroport, j'ai payé en espèces, j'ai donné le nom de Jean Dupont. La chambre sentait le tabac froid et le désinfectant. Léo s'est effondré sur le lit, endormi en quelques minutes. Je me suis assis dans la salle de bain, la porte fermée, la carte de visite de mon père tremblant dans mes mains. Monique Dubois, avocate. Il y a 2 ans, mourant d'un cancer, papa me l'avait mise dans la paume. Mon fils, je ne fais pas confiance à cette femme. Si tu as besoin d'une aide que la police ne peut pas t'apporter, appelle cette femme. J'avais été offensé à l'époque. 1h du matin. Je m'attendais à tomber sur une messagerie vocale. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Ici Monique Dubois. Maître Dubois. Mon père était Jean Harmon. Il m'a donné votre numéro il y a 2 ans. Si vous aviez besoin d'aide dont votre femme ne devait rien savoir. Sa voix était calme. Jean m'avait prévenu que cela pourrait arriver. Que s'est-il passé, Stéphane? Vous savez qui je suis? Votre père m'a tout dit. Il n'a jamais fait confiance à Sandrine. Il m'a demandé de veiller sur vous. Parlez vite. J'ai expliqué. Le feu. Les incendiaires. L'avertissement de Léo. La clé. La cachette. Le spectacle de Sandrine. N'allez pas encore à la police, a dit Monique. Ils auront besoin de preuves tangibles, pas seulement d'un témoignage. Retrouvez-moi à mon bureau demain, 9h du matin. Je n'ai pas de preuves. Pas encore. Sa voix était pleine de certitude. Mais je sais exactement par où commencer, la voiture de votre femme à l'aéroport. À 2h du matin, j'ai laissé Léo dormir dans la chambre du Formule 1 et je suis retourné à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Non pas en tant que mari déposant sa femme,
mais en tant qu'homme à la recherche de preuves de meurtre. Le parking était presque vide. Niveau 3, section B. J'ai trouvé la Renault Clio argentée. Je me suis assis un instant. Et s'il n'y avait rien? Mais la voix de Léo, je l'ai entendue, papa. Je suis sorti. Le double de la clé était sur mon porte-clés du travail, une sécurité d'urgence dont elle n'avait jamais su l'existence. J'ai déverrouillé la portière du conducteur et je me suis glissé à l'intérieur. Son parfum m'a frappé en premier, puis l'odeur chimique. Le même accélérant que celui de l'incendie. J'ai cherché méthodiquement. Boîte à gants, console, sous les sièges. Mes doigts ont touché du plastique sous le siège passager. Un téléphone prépayé. Je l'ai allumé. 15% de batterie. Un contact enregistré, elle. J'ai ouvert les messages. Il y a 5 jours, Sandrine, je ne peux plus continuer à vivre ce mensonge. Je veux être avec toi, Laurent. Elle, alors fais-le. L'argent de l'assurance. Un nouveau départ. Il y a 4 jours, Sandrine, j'ai peur. Et si quelque chose tournait mal? Elle, chérie, j'ai trouvé les gars. Des professionnels. On dirait un dysfonctionnement de son système de gaz. Sa conception. Personne ne soupçonnera l'erreur d'un ingénieur. Il y a 3 jours, Sandrine, j'ai retiré les 50 000 € en espèces. Elle, bien ma chérie. Laisse la clé sous le paillasson arrière. Ils s'occuperont de tout jeudi soir. J'ai continué à faire défiler. Plus tard, il y a 3 jours. Sandrine et Léo? Elle, dommage collatéral, chérie. Tu veux une nouvelle vie ou non? On ne peut pas avoir un enfant sans père. Sandrine, tu as raison. Pas de témoin. Le téléphone m'a glissé des mains. Dommage collatéral. Elle appelait notre fils un dommage collatéral. J'ai ouvert la portière et j'ai eu des hauts le cœur sur le béton. Il y a 2 jours, elle, jeudi, 23 h. Tu seras à l'aéroport. Alibi parfait. Je serai à la salle de sport, caméra partout. Intouchable. Jeudi matin, Sandrine, je t'aime. Elle, je t'aime aussi, chérie. Ce soir, nous serons libres. Demain, tu seras une riche veuve. Je me suis forcé à continuer à chercher. Boîte à gants, un reçu de banque. Retrait de 50 000 € en espèces. Lundi. La signature de Sandrine. Console centrale, une clé de consigne d'aéroport, numéro 247. Des documents d'assurance vie. Stéphane, 3 millions d'euros. Léo, 500 000 €. Bénéficiaire, Sandrine Martin. Coffre, mes plans. Mes plans du système de gaz pour notre maison, couvert de cercles rouges. L'écriture de Sandrine. Sabotage ici. Faire passer pour un accident. Rejeter la faute sur un défaut de conception. Elle avait étudié mon travail pendant des mois. Appris mon ingénierie pour en faire une arme. Transformer mon système de sécurité en une arme du crime. J'ai tout photographié, chaque texto, chaque document, les plans. J'ai envoyé des copies à une adresse email sécurisée. Puis j'ai pris les preuves physiques, le téléphone, le reçu, les plans, les papiers d'assurance. Je me suis assis dans mon Renault Espace, tremblant. J'avais conçu ce système pour nous protéger. Elle l'a transformé en une arme pour nous tuer. Je me suis permis de pleurer pendant 5 minutes, puis je me suis arrêté. Mode ingénieur. J'avais des preuves. Maintenant, il me fallait un plan. L'aube se levait sur Paris alors que je retournais au Formule 1. J'avais des textos et des documents qui prouvaient une conspiration. Mais Monique avait raison. Il nous fallait plus. Il fallait la faire avouer. Quand Léo s'est réveillé le vendredi matin, j'avais déjà rencontré Monique Dubois et élaboré un plan qui prouverait la culpabilité de ma femme ou détruirait ce qui restait de ma vie. Son bureau se trouvait dans un vieil immeuble en briques, au centre-ville, des dossiers empilés partout. Des certificats de droit de la famille tapissant les murs, des photos de clients qu'elle avait aidés. J'ai étalé les preuves sur son bureau, les photos du téléphone, le téléphone prépayé, les plans avec les notes manuscrites de Sandrine. Elle a tout étudié en silence.
Quand elle a atteint le texto sur le dommage collatéral, elle a laissé échapper un sifflement. C'est accablant, Stéphane. Mais voici le problème. Un avocat de la défense prétendra que le téléphone a été volé, placé là, falsifié. Ils diront que Sandrine n'a jamais écrit ces textos. Ma poitrine s'est serrée. Donc, ce n'est pas suffisant. C'est solide, mais nous avons besoin de sa voix sur un enregistrement, avouant. Comme elle pense que je suis mort. Monique a souri sombrement. C'est exactement pour ça que ça va marcher. Vous allez ressusciter d'entre les morts. 1 heure plus tard, l'inspecteur Marc Moreau est entré. Un afro-français, la cinquantaine, cheveux poivre et sel. Il a examiné les preuves avec l'expression d'un homme qui en avait trop vu, mais qui refusait de détourner le regard. 28 ans dans la police, dit-il doucement. J'ai vu des choses horribles. Mais engager quelqu'un pour brûler son propre enfant? Il a secoué la tête. Allez-vous nous aider? Ai-je demandé. Où est-ce que je sais que les victimes masculines ne sont généralement pas arrêtées? Sa voix était ferme. Je me fiche du genre. Ce qui m'importe, c'est la vérité. Ses yeux ont rencontré les miens. Et j'ai un fils, moi aussi. Votre femme a essayé de tuer un enfant. C'est le mal incarné. Quelque chose s'est détendu dans ma poitrine. Quelqu'un me croyait. Quelqu'un avec un signe. Il nous faut des aveux, a dit Moreau. Ces textos sont solides, mais un bon avocat pourrait les contester. Nous avons besoin de sa voix admettant qu'elle a engagé ces hommes. Comment? On vous équipe d'un micro. Un lieu public. Mon équipe sous couverture. Vous la faites parler. Monique s'est penchée en avant. Samedi matin, 10 heures. Un café dans le quartier du Marais. Public, bondé, des caméras partout. Moreau a hoché la tête. J'aurai des policiers se faisant passer pour des clients. Le barista, un couple à la table du coin. Je serai dans une camionnette à l'extérieur avec le flux audio. Mais elle pense que je suis mort, ai-je dit. Pourquoi viendrait-elle? Parce que nous allons lui faire croire que les corps ont été retrouvés, a répondu Monique. Elle a tapé rapidement et m'a montré. Madame Martin, ici l'enquêteur des pompiers Armstrong. Nous avons trouvé des restes dans les décombres. Nous devons discuter de l'identification et des procédures de réclamation d'assurance. Pouvez-vous me rencontrer demain, 10 heures? Mon estomac s'est noué. Vous pensez qu'elle viendra? Elle sera désespérée de savoir si vous êtes vraiment mort. Monique a appuyé sur envoyer. Nous avons attendu 2 longues minutes. Puis son téléphone a vibré. Oui. Où? J'ai besoin de savoir pour ma famille. Le Flore. Quartier du Marais. 10 heures. Une autre vibration. J'y serai. Moreau s'est levé. Elle a mordu à l'hameçon. Cet après-midi-là, il m'a appris à porter un micro-cravate sous ma chemise. Faites-la parler de l'incendie, demandez ce qui s'est passé, mentionnez la clé, parlez de Léo, puis de Laurent. Les gens sur la défensive à vous. J'ai répété, les mains tremblantes. Léo regardait depuis le lit du Formule 1. Tu seras en sécurité, papa? Je te le promets, ai-je dit. Cette nuit-là, avec Léo endormi à côté de moi, je suis resté éveillé. Demain, j'allais affronter la femme que j'avais aimée pendant 15 ans, la femme qui avait essayé de tuer notre fils. J'avais une chance de la faire avouer, une chance pour la justice, une chance de tenir ma promesse. Le samedi matin est arrivé avec cet air parisien vif qui rendait tout possible. Mais en entrant dans le café du quartier du Marais avec un micro sous ma veste Airbus, tout ce que je sentais, c'était le poids de ce que j'allais faire. Je suis arrivé à 9h45. Le café était bondé. Les habitués du samedi, le bourdonnement des machines à expresso. Test. 1, 2. Audio bon. La voix de l'inspecteur Moreau dans mon oreillette cachée. Je vous reçois, ai-je chuchoté. Policier en civil en position. Le barista derrière le comptoir, le type avec l'ordinateur portable, le couple près de la fenêtre. Tous des gens de Moreau. Laissez-la parler, a dit Moreau. Questions ouvertes. Faites-la s'expliquer.
J'ai commandé un café. Les mains tremblantes. Je me suis assis à la table près de la fenêtre, celle spécifiée par Moreau. 9h58. Respirez, Stéphane. A dit Moreau. Vous allez y arriver. À 10h02, la porte s'est ouverte. Sandrine est entrée. Robe noire, maquillage minimal, cheveux tirés en arrière. La veuve éplorée. Elle a balayé le café du regard, cherchant l'enquêteur Armstrong. Puis ses yeux m'ont trouvé. J'ai vu la scène se dérouler. La reconnaissance, la confusion, le choc qui a vidé son visage de son sang. Elle s'est figée. Quelqu'un l'a bousculée par derrière. Elle n'a pas bougé. Stéphane, à peine un murmure. Salut, Sandrine. Surprise de me voir? Elle s'est approchée de moi comme un zombie. S'est affaissée sur la chaise, a tendu ses mains tremblantes vers les miennes. J'ai reculé. Sa voix s'est brisée. Le feu. Ils ont dit pas de corps. Pas de corps parce que nous n'étions pas là. Vous n'étiez pas à la maison? Où étiez-vous? Léo m'a prévenu. Notre fils de 8 ans nous a sauvé la vie. Ses yeux se sont écarquillés. Léo? Il t'a entendu au téléphone. Jeudi matin. Tu préparais quelque chose. Je ne sais pas de quoi tu parles. Nous les avons vus. 2 hommes. Ils avaient une clé de notre maison. Je me suis penché en avant. Notre clé? Peut-être des cambrioleurs. Des cambrioleurs avec une clé qui ont versé de l'accélérant dans chaque pièce. Comment le sais-tu? Parce que je suis ingénieur. Je sais reconnaître l'odeur d'un incendie criminel. Silence. Son esprit tournait à plein régime. J'ai sorti des papiers pliés, je les ai fait glisser sur la table. Des impressions, des captures d'écran des textos du téléphone prépayé. Chaque message à elle. Sandrine les a fixés. Son visage est devenu gris. Où as-tu eu ça? Ta Renault Clio. Parking longue durée. Niveau 3, section B. Tu as forcé ma voiture? J'ai utilisé le double de la clé. Celui que tu avais oublié que j'avais. J'ai pointé le texto. Celui-ci. Laisse la clé sous le paillasson. Tu les as laissés entrer. Celui-ci. On dirait un dysfonctionnement de son système de gaz. Sa conception. Ma voix s'est brisée. Et ça? Et Léo? Dommage collatéral. Je l'ai regardé. Tu as appelé notre fils un dommage collatéral, Sandrine. Elle a fixé les papiers. Pas un mot, pas de déni. Puis elle a levé les yeux et son regard avait changé. Froid, calculateur, vide. Plus de panique. Plus de faux-semblants. Pendant un long moment, elle a juste fixé le texto. Puis elle a ri. C'était un rire amer, froid, dénué d'humour. Quand elle a levé les yeux, la femme que j'avais épousée avait disparu. Assise en face de moi se trouvait une étrangère portant son visage, et cette étrangère était sur le point de me dire la vérité. Le rire de Sandrine a résonné dans le café bondé, faisant se retourner les gens. Elle s'est penchée en avant, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu dans ses yeux. Une honnêteté totale. Tu as toujours été plus malin que je ne le pensais, Stéphane. Pourquoi, Sandrine? Ma voix s'est brisée. Dis-moi juste pourquoi. Elle a regardé autour d'elle dans le café, puis s'est rapprochée, la voix basse. Parce que j'étouffe depuis 15 ans, je meurs lentement dans cette vie parfaite que tu as construite. Je t'ai épousé parce que j'avais 28 ans et que j'étais désespéré. L'horloge biologique qui criait. Toutes mes amies avaient des enfants. Tu étais sûr, stable, ennuyeux à mourir, mais sûr. Je pensais qu'avoir un enfant me rendrait heureuse. Elle a ri amèrement. 10 ans de FIV, 10 ans de piqûres, de procédures et d'échecs, 100 000 € pour un gamin que je n'ai jamais vraiment voulu. J'ai eu la nausée. Léo. Léo était une obligation. Sa voix était de glace. Une obligation coûteuse et chronophage. J'ai joué le rôle de la mère, mais à l'intérieur, c'était le vide. Et toi? Mon Dieu. Tu n'étais jamais là, Stéphane.
Toujours chez Airbus. Toujours à concevoir quelque chose. Tu as épousé ta carrière. Je vivais juste dans la maison que tu as achetée. C'est quand la dernière fois que tu m'as vraiment regardé? Je ne pouvais pas répondre. J'étais invisible. Puis j'ai rencontré Laurent il y a 6 mois à la salle de sport. Ses yeux se sont illuminés. Il m'a vu. Vraiment vu. Il m'a fait me sentir vivante pour la première fois en 15 ans. Alors vous avez décidé de nous tuer? Ma voix tremblait. Laurent a des dettes de jeu, de grosses dettes. Nous avions besoin d'argent. Elle l'a dit nonchalamment, comme si elle parlait de faire les courses. L'assurance vie, la maison, 4,5 millions au total. On pouvait recommencer. Une île paradisiaque, de nouveaux noms, libre. C'était l'idée de Laurent au départ, mais je le voulais aussi. Ton système de gaz. Une ironie parfaite. J'ai étudié tes plans pendant des mois, Stéphane. J'ai appris exactement où saboter. J'ai fait en sorte que ça ressemble à ton erreur. Laurent a trouvé les professionnels. 50 000 € en espèces. J'ai laissé la clé sous le paillasson arrière jeudi soir. Mes mains se sont crispées. Et notre fils? Elle a haussé les épaules. Elle a littéralement haussé les épaules. Quoi, lui? Il a 8 ans, Sandrine. 8 ans. Il était dans la maison. C'était malheureux. Dommage collatéral. C'est comme ça que tu l'as appelé. Laurent a écrit ça. Mais oui, c'est exact. Elle s'est adossée. Je n'allais pas le laisser derrière. Un rappel de toi. Un fardeau. Une mort rapide dans son sommeil vaut mieux que des années de thérapie et de ressentiment. Ses yeux ont rencontré les miens. J'étais miséricordieuse, Stéphane. Je me suis levé. Ma chaise a raclé bruyamment le sol. Miséricordieuse? Ma voix a porté dans tout le café. Les gens se sont retournés. Tu allais brûler notre fils vif. Assieds-toi, a-t-elle sifflé. Les gens regardent. Je me fiche de qui regarde. Je me suis penché sur la table. Dis-le. Dis exactement ce que tu comptais faire. Son visage est devenu rouge. Elle s'est levée, égalant ma colère. Très bien, tu veux que je le dise? Sa voix s'est élevée, portant dans le café soudainement silencieux. J'ai engagé 2 hommes pour brûler la maison avec toi et Léo à l'intérieur. Je voulais l'argent de l'assurance pour commencer une nouvelle vie avec Laurent. J'ai étudié ton ingénierie pour que ça ressemble à ton erreur. Et oui, notre fils devait mourir. Ça faisait partie du plan. Le café était silencieux, tout le monde regardait. Elle a regardé autour d'elle, réalisant ce qu'elle avait fait. S'est assise rapidement. Tu enregistres ça? Oui. Son visage est devenu blanc. J'ai légèrement ouvert ma veste, montrant le micro scotché à ma poitrine. Chaque mot, inspecteur, vous avez ça? L'inspecteur Marc Moreau a franchi la porte du café, un signe levé. Chaque mot, monsieur Harmon. La barista a laissé tomber son tablier, a sorti un insigne. Le type avec l'ordinateur portable s'est levé, un signe à la main. Le couple près de la fenêtre, tous 2 flics. Ils ont encerclé la table de Sandrine. Sandrine Martin, police de Paris, vous êtes en état d'arrestation. Vous m'avez piégé. Elle s'est jetée vers la porte. Un officier lui a barré la route. Moreau a sorti des menottes. Tentative de meurtre sur 2 personnes, complot en vue de commettre un meurtre, incendie criminel, fraude à l'assurance. On aurait pu être heureux, m'a-t-elle crié alors qu'il la menottait. Laurent et moi. On aurait pu, Laurent Martin est en garde à vue, madame, a dit Moreau calmement. Il coopère avec le parquet. Elle s'est figée. Quoi? Nous l'avons interpellé ce matin, ai-je dit. Il a avoué. Il nous a donné les noms des incendiaires. Il t'a vendu, Sandrine. Il leur a dit que tout était ton idée. Non, il n'aurait pas fait ça. Accord de plaider coupable, a dit Moreau. 20 ans au lieu de la perpétuité. Alors qu'il l'emmenait vers la porte, elle s'est retournée vers moi une dernière fois. Je m'attendais à de la colère, du regret,
de la peur. Au lieu de ça, j'ai vu du soulagement. Elle était soulagée que ce soit fini. Soulagée de ne plus avoir à faire semblant. Je te déteste, a-t-elle dit doucement. Je te déteste, Stéphane. Je sais, ai-je dit. Tu l'as toujours fait. Je ne l'avais juste pas vu. Alors qu'ils emmenaient Sandrine à travers le café bondé, elle s'est retournée une dernière fois. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui me entrait bien plus longtemps que sa haine, du soulagement. Elle était soulagée de ne plus avoir à faire semblant de nous aimer. Après 15 ans à porter un masque, elle pouvait enfin l'enlever. Le procès a duré 4 semaines. L'accusation a monté un dossier en béton. L'inspecteur Moreau a témoigné sur l'enregistrement, la voix de Sandrine, claire comme du cristal, avouant le meurtre commandité. Ils l'ont diffusé dans cette salle d'audience comble. Je les ai engagés. J'ai étudié ses plans. Je le voulais, lui et Léo, dans cette maison. Léo n'était pas là. Monique s'en était assurée. Mais moi si. J'ai observé les visages des jurés. La défense de Sandrine a tout essayé. Aveu sous la contrainte, détresse émotionnelle, folie passagère. Puis l'accusation a présenté les preuves de sa Renault Clio. Les textos du téléphone prépayé. Et le garçon? Dommage collatéral. Mes plans, son écriture. Sabotage ici. Faire passer pour son défaut de conception. Les relevés bancaires. 50 000 € de retrait en espèces. La semaine avant l'incendie. Laurent a témoigné. Accord de plaider coupable. 20 ans au lieu de la perpétuité. Il a affirmé que Sandrine avait tout manigancé, lui promettant 3 millions. Il a dit que j'avais conçu un système parfait pour un accident. Les 2 incendiaires ont témoigné, décrivant comment Sandrine avait fourni la clé, les plans, des instructions explicites, les avait payés 20 000 € chacun. Et j'ai témoigné de l'avertissement de Léo, de notre cachette en face, du fait d'avoir vu 2 hommes utiliser une clé fournie par ma femme pour incendier ma maison avec mon fils à l'intérieur. Le jury a délibéré 6 heures. Coupable. Tous chefs d'accusation. Tentative de meurtre, complot en vue de commettre un meurtre, incendie criminel, fraude à l'assurance. 25 ans. Je n'ai rien ressenti. Pas de soulagement, pas de victoire, juste du vide. À l'extérieur du palais de justice, Léo m'a tenu la main. Il avait maintenant 9 ans. Plus grand, plus silencieux. Papa, est-ce que maman va rentrer à la maison? Non, mon grand. Pas avant très, très longtemps. Il a hoché la tête, puis si doucement, tant mieux. Ce mot a brisé quelque chose en moi. 6 mois plus tard, nous avions reconstruit une nouvelle vie sur les cendres. Le divorce a été prononcé. J'ai obtenu la garde exclusive. Le tribunal a mis fin aux droits parentaux de Sandrine. La tentative de meurtre sur son propre enfant a tendance à faire ça. J'ai vendu le terrain de Valbonne. Impossible de reconstruire là-bas. Trop de fantômes. J'ai acheté une plus petite maison à Honfleur. Un seul étage. Pas de système de gaz. Tout électrique. Léo a aidé à la choisir. Il avait besoin de ce contrôle. L'indemnisation de l'assurance est arrivée. 1,2 million d'euros pour la maison et son contenu. De l'argent du sang. Je l'ai placé dans une fiducie pour l'avenir de Léo et j'ai fait un don de 100 000 € à un centre de traumatologie pour enfants. Airbus m'a offert un congé prolongé. Je n'y suis pas retourné. Je ne pouvais pas. Chaque plan me rappelait comment Sandrine avait transformé mon travail en arme. J'ai accepté un poste d'enseignant en sécurité des systèmes d'ingénierie à l'université Paris-Saclay. Comment les systèmes échouent et pourquoi les ingénieurs doivent anticiper une utilisation malveillante. Mes étudiants me trouvent intense. Ils ne savent pas pourquoi. Léo a commencé le CM1. Ses professeurs savent ce qui s'est passé. Version simplifiée. Ils surveillent les signes. Les cauchemars sont moins fréquents maintenant. Avant, c'était toutes les nuits. Léo se réveillait en hurlant, sentant une fumée qui n'était pas là. Nous faisons une thérapie. 2 fois par semaine pour lui, 1 fois pour moi. Le docteur Hélène Lefebvre est spécialisée dans les traumatismes de l'enfance. Elle dit que Léo présente des symptômes classiques de TSPT.
Hypervigilance, problème de confiance, peur de l'abandon. Il vous a sauvé la vie, m'a-t-elle dit une fois. Mais il a aussi perdu son enfance au moment où il a réalisé que sa mère le voulait mort. Ma propre thérapeute se concentre sur la culpabilité du survivant et la confiance. Je n'ai pas eu de rendez-vous amoureux. Je ne peux pas l'imaginer. Comment faire à nouveau confiance après que la personne qui vous a promis de vous aimer a engagé des gens pour tuer votre enfant? Léo demande parfois, « Papa, pourquoi maman voulait qu'on meure ?» Je n'ai pas de bonne réponse. Le docteur Lefebvre dit qu'il a besoin d'une vérité honnête, adaptée à son âge. Parfois, les gens se perdent en eux-mêmes. Ils font des choix terribles. Ce n'était pas de ta faute ni de la mienne. C'était la sienne. Il hoche toujours la tête, mais je le vois dans ses yeux. La même question que je me pose. Comment concilier le fait que la personne qui vous a donné naissance a calculé votre mort comme un dommage collatéral acceptable? Nous guérissons, lentement, mais nous sommes différents maintenant. Léo ne fait pas confiance facilement. Moi non plus. Le feu a pris notre maison. La trahison de Sandrine a pris quelque chose de plus profond. Notre innocence. La croyance que les gens que nous aimons ne nous feront pas de mal. 3 ans et 2 mois après la nuit où j'ai choisi de croire mon fils à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, j'étais assis sur le porche de notre maison à Bordeaux, regardant Léo. Maintenant âgé de 11 ans, il jouait au basket avec son meilleur ami, Hugo. Le son de son rire était tout. J'ai siroté un café dans la tasse que Léo m'a offerte à Noël dernier. Meilleur papa du monde, en lettres de travers. Je la gardais sur mon bureau à l'université. Mes étudiants la trouvaient mignonne. Ils ne savaient pas que c'était une médaille. Léo a accouru, essoufflé. « Papa, je peux avoir de l'eau ?» Je lui ai tendu la bouteille. Il s'est effondré à côté de moi. Le père d'Hugo nous emmène au match de football samedi prochain. Je peux y aller? Bien sûr. Envoie-moi un texto quand tu arrives et quand tu pars. Il a levé les yeux au ciel. Papa, j'ai 11 ans, plus 8. Et je suis ton père qui a failli te perdre. Fais-moi plaisir. Un rapide câlin. Ouais. Les cauchemars venaient une fois par mois maintenant. La thérapie, une fois par mois. Il vérifiait toujours les serrures la nuit. Il le ferait probablement toujours. Mais ce n'était plus de la panique, juste de la routine. Il avait des amis, jouait au basket, voulait être ingénieur civil. Construire des ponts, papa. Des choses qui relient les gens, pas des maisons qui, il s'est arrêté, n'a pas fini. Je comprenais. J'enseignais à l'université Paris-Saclay depuis 3 ans maintenant. La sécurité en ingénierie, enseigner les sécurités intégrées, prévenir les défaillances catastrophiques. Ma tragédie est devenue ma mission. Mais je ne pouvais plus concevoir. J'ai essayé une fois. Crise de panique en regardant des plans. Chaque ligne, je voyais ses notes. Son sabotage. Cette perte me faisait encore mal, mais je l'avais acceptée. Professeur maintenant, pas constructeur. C'est bien comme ça. Hugo est parti. Léo est revenu s'asseoir à côté de moi. Papa, je peux te demander quelque chose? Toujours. Tu penses parfois à maman? Tous les jours. La surprise dans ses yeux. Vraiment? Oui. Pas comme avant, mais oui. Tu la détestes? Pause. Non. Je déteste ce qu'elle a fait. Mais là elle coûte une énergie que je préfère dépenser pour toi, pour enseigner, pour vivre. Sa voix s'est faite plus basse. J'ai reçu une lettre de maman de la prison la semaine dernière. Mon cœur s'est arrêté. Tu veux l'ouvrir? Une partie de moi veut comprendre pourquoi. Une autre s'en fiche complètement. Quelle que soit ta décision, je te soutiens. Mais Léo, tu ne lui dois pas le pardon. Tu ne lui dois rien. L'as-tu pardonné? Longue respiration. Non. Mais je l'ai laissé partir. Il y a une différence. Pardonner signifie dire que ce qu'elle a fait est acceptable maintenant. Je ne dirai jamais ça. Laisser partir signifie que je ne porterai plus le poids de ses choix. Ça, je peux le faire. Réflexion. Donc laisser partir,
c'est pour moi, pas pour elle. Exactement. Tu es malin, mon fils. Léo est rentré. Je suis resté seul. Ce qui me hante, ce n'est pas le feu, pas les 2 hommes en noir. Pas le procès ni les aveux. Ce qui me hante, c'est de savoir que pendant 15 ans, j'ai partagé ma vie avec quelqu'un qui nous voyait comme des obstacles. Des problèmes à éliminer. Je ne saurai jamais quand ça a changé, si ça a changé, ou si elle ne m'a jamais aimé. A-t-elle toujours porté un masque? A-t-elle ressenti une joie réelle en tenant Léo bébé, ou calculait-elle déjà? Chaque souvenir est suspect. Heureuse à notre mariage ou en train de compter mon salaire? Son chagrin pour la FIV était-il réel ou du ressentiment? A-t-elle jamais aimé notre fils ou était-il toujours un dommage collatéral? Voilà les fantômes. 15 ans de faux souvenirs. C'est ce qui me hante. Probablement pour toujours. Léo est sorti, portant le maillot d'Hugo. Papa, je vais chez Hugo. De retour pour le dîner. 18 heures. C'est ton tour de mettre la table. A attrapé son vélo. C'est retourné. Et, papa. Merci de m'avoir cru cette nuit-là à l'aéroport. La gorge nouée. Toujours, mon fils. Je te croirai toujours. A souri. Je sais. C'est pour ça qu'on va bien maintenant. Il s'est éloigné à vélo. Je l'ai regardé disparaître. Elle n'a pas gagné. Elle a essayé de nous effacer, de nous brûler, de nous transformer en argent d'assurance, mais nous sommes toujours là. Blessés, oui, changés, absolument. Mais là, en train de guérir, d'avancer. Mon fils de 8 ans m'a prévenu au sujet de sa mère, et ce qui s'est passé ensuite me hante encore. Oui, c'est vrai. Probablement pour toujours. Mais être hanté n'est pas la même chose qu'être perdu. Nous avons survécu. Nous reconstruisons. Chaque jour où Léo se réveille en sécurité et aimé est un jour où nous gagnons. Nous portons des cicatrices, mais nous portons aussi une victoire. Et ça, c'est tout ce qui compte. Maintenant, si vous entendez cette histoire vraie, je veux que vous compreniez quelque chose. J'ai ignoré les signes avant-coureurs pendant 15 ans. La distance émotionnelle, les calculs froids, la façon dont Sandrine ne s'est jamais vraiment liée à Léo. Je me disais que c'était normal, que le mariage était difficile, que l'amour change avec le temps. Ne soyez pas comme moi. Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble anormal, un partenaire qui semble détaché, une relation qui semble transactionnelle, un conjoint qui considère votre enfant comme un fardeau plutôt qu'une bénédiction, ne l'ignorez pas. Ne le rationalisez pas. N'attendez pas que quelqu'un engage des incendiaires. La leçon que j'ai apprise, celle que j'enseigne maintenant à mes étudiants en ingénierie, est la suivante: les systèmes échouent lorsque nous ignorons les petites fissures. Les relations ne sont pas différentes. Ce petit doute, ce sentiment inconfortable, ce moment où vous vous demandez si vous connaissez vraiment la personne à côté de vous, prêtez-y attention. Je suis reconnaissant à Dieu que Léo ait eu le courage de me prévenir. Ce garçon de 8 ans nous a sauvé la vie à tous les deux parce qu'il s'est fait confiance alors que j'avais cessé de faire confiance à mon propre jugement. Cette histoire vraie n'est pas destinée à vous faire peur. Elle est destinée à vous réveiller. Vérifiez les serrures. Écoutez vos enfants. Faites confiance à votre instinct. Et ne présumez jamais que parce que quelqu'un partage votre lit, il partage vos valeurs. C'est l'une de ces histoires de grand-père que je raconterai un jour aux enfants de Léo. Non pas pour les traumatiser, mais pour leur enseigner la vigilance. C'est la véritable histoire de la survie, prêtez attention avant que l'incendie ne se déclare. Si cette histoire vraie a résonné en vous, veuillez laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées. Abonnez-vous à Histoire de grand-père pour plus de leçons de vie réelle et cliquez sur le bouton de partage. Vous ne savez jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre cela. Votre engagement aide ces histoires de grand-père à atteindre les personnes qui en ont le plus besoin. Prenez soin de vous, mes amis. Je me rendais à la fête de Noël de mon fils lorsque le semi-remorque m'a percuté par l'arrière sur l'autoroute A10. L'impact a été si violent que mes côtes se sont brisées, mon poumon s'est affaissé et j'avais une hémorragie interne. Lorsque le médecin a appelé Olivier pour autoriser une intervention chirurgicale d'urgence, sa réponse a été glaciale. S'il ne survit pas, prévenez-moi. Sinon, je m'en occuperai après Noël.
C'est là que j'ai réalisé que le seul fils que j'avais passé ma vie entière à aimer se fichait que je vive ou que je meure. Je me suis senti sans valeur, que personne n'avait besoin de moi. Mais quand je me suis réveillé, l'infirmière m'a dit, « Quelqu'un a déjà signé en tant que votre représentant médical. » Quand j'ai demandé à rencontrer cette personne, j'ai été stupéfait parce que c'était « Je suis curieux, d'où regardez-vous? Et si vous étiez dans ce lit d'hôpital, que feriez-vous? Partagez vos pensées ci-dessous. Parce que la personne qui est entrée dans ma chambre ce jour-là a complètement changé ma vie. Mais laissez-moi vous ramener au début de cette nuit-là. C'était la veille de Noël, et le ciel au-dessus de Saumur, en Anjou, avait déjà pris cette teinte bleue profonde de l'hiver. J'étais au volant, les mains crispées. Sur le siège passager se trouvaient des pains d'épices que j'avais préparés le matin même et un jambon au miel que j'avais passé 3 heures à préparer. Rien d'extraordinaire, mais fait avec soin. Je faisais cette route avec un nœud à l'estomac depuis des années. Les signes étaient là, des appels téléphoniques restés sans réponse, des invitations arrivées tardivement, des visites qui ressemblaient à des obligations. Mais je continuais d'espérer que cette année serait différente. La circulation sur la 10 était dense avec les voyageurs des fêtes. J'ai remarqué le semi-remorque dans mon rétroviseur, roulant plus vite que les autres, zigzagant entre les voies. Je me suis rabattu sur la droite pour le laisser passer. Le camion s'est rabattu sur la droite aussi. Puis tout s'est passé en même temps. La voiture devant moi a freiné brusquement. Je me suis arrêté en toute sécurité, mais le camion derrière moi non. L'impact a été comme être heurté par un mur. Le métal a hurlé. Le verre a explosé. L'airbag s'est déployé. Mon corps a été projeté en avant, et j'ai senti quelque chose se briser profondément dans ma poitrine. La voiture a tournoyé, devenant un flou de lumière, de route et de ciel. Puis un deuxième impact sur le côté et ma tête a heurté la vitre. Quand la voiture s'est arrêtée, j'étais dans le mauvais sens. De la vapeur s'échappait du capot. J'ai essayé de bouger mais je ne pouvais pas. Une pression écrasait ma poitrine. La douleur irradiait partout. J'ai entendu des voix. Quelqu'un essayant d'ouvrir ma portière coincée. Le son du métal en train d'être découpé. Des mains qui s'introduisaient. Des questions auxquelles je ne pouvais pas tout à fait répondre. Quel est votre nom? Jean. Qui pouvons-nous appeler? Olivier, mon fils. Le trajet en ambulance n'était que sirène, vitesse et douleur incessante. Un ambulancier m'a gardé conscient. Vous vous en sortez bien, Jean. Restez avec moi. L'hôpital était un chaos. Des lumières vives, des voix criant des chiffres que je ne comprenais pas. Un médecin est apparu au-dessus de moi. Jean, vous avez eu un grave accident. Nous devons voir ce qui se passe à l'intérieur. Après le scanner, son visage était grave. Nous devons opérer maintenant. Hémorragie interne, côte fracturée, poumon partiellement affaissé. C'est critique. L'anesthésie m'a emporté avant que je puisse penser à Olivier, à savoir s'il avait été appelé, s'il viendrait. Le monde a disparu et je suis parti avec lui. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'apprendrai qu'à mon réveil. Mais je vais vous le dire maintenant, car il est important que vous compreniez. 4 heures après que mon opération ait réussi à arrêter l'hémorragie et à regonfler mon poumon, une infirmière a passé l'appel à mon contact d'urgence. Le téléphone a sonné 1, 2, 3 fois. Puis la voix de mon fils s'est fait entendre. Musique et rire en arrière-plan. Une fête. Allô? Est-ce que je parle à Olivier Dubois? Oui. Qui est-ce? C'est l'hôpital universitaire d'Angers. Nous appelons au sujet de votre père, Jean Fournier. Il a eu un grave accident de voiture et sort tout juste d'une opération d'urgence. Nous avons besoin que vous veniez signer des formulaires d'autorisation. Une pause. La musique continuait. Quelqu'un a ri bruyamment. C'est grave? Très grave, monsieur Dubois. Votre père a été grièvement blessé. Nous avons pu le stabiliser, mais nous avons besoin que vous soyez ici dès que possible. Une autre pause. Plus longue cette fois. Puis Olivier a dit, d'un ton si plat qu'il a fait crisper la main de l'infirmière sur le téléphone, s'il ne survit pas, prévenez-moi. Sinon, je m'en occuperai après Noël. La ligne est devenue silencieuse. Quand je me suis réveillé, c'était au son de bip.
Régulier, implacable. Des néons éblouissants au-dessus de moi. Tout me faisait mal, une douleur profonde et généralisée qui me disait que quelque chose de très grave s'était produit. Une infirmière est apparue. Jeune femme, cheveux noirs tirés en arrière, yeux bienveillants. « Jean, vous m'entendez » J'ai essayé de parler, mais ma gorge était à vif. Elle m'a tamponné les lèvres avec de l'eau sur une éponge. « Vous avez eu un accident de voiture hier soir, la veille de Noël. Vous êtes à l'hôpital universitaire d'Angers. Vous avez subi une opération d'urgence. Des côtes cassées, une hémorragie interne, un poumon partiellement affaissé. Mais vous êtes stable maintenant. Opération ? Le mot flottait lourdement dans ma tête. Votre fils a été appelé ? A-t-elle dit avec précaution, en tirant une chaise près de moi. Olivier, c'est ça ? J'ai hoché la tête. Il serait venu. Il se serait inquiété. Jean, je dois vous dire quelque chose. Elle a pris une profonde inspiration. Après votre opération, nous avons appelé Olivier pour lui faire savoir que vous étiez stable et pour lui demander de venir. Nous avions besoin de quelqu'un ici, quelqu'un pour signer des formulaires, prendre des décisions si votre état changeait. J'ai attendu, mon rythme cardiaque s'accélérant. Le moniteur bipait plus vite. Il a refusé de venir, a-t-elle dit doucement. Il a dit, s'il ne survit pas, prévenez-moi. Sinon, je m'en occuperai après Noël. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception des machines. Je l'ai regardée, attendant qu'elle dise que c'était une erreur, un malentendu. Elle ne l'a pas fait. La douleur dans ma poitrine n'avait soudain plus rien à voir avec des côtes cassées. Mais quelqu'un d'autre est venu, a-t-elle poursuivi, et de la chaleur est entrée dans sa voix. Il s'appelle Antoine Moreau. Antoine Moreau. Le nom m'a frappé comme une vague de souvenirs. Un adolescent effrayé il y a 15 ans, affamé et seul. Antoine, ai-je chuchoté. Comment a-t-il ? Il a entendu parler de votre accident sur un scanner de la police. Il était pompier volontaire. Il écoute toujours les fréquences d'urgence. Quand il a entendu votre nom et que vous étiez transporté ici, il a conduit directement à l'hôpital. Elle a jeté un coup d'œil à ses notes. Il est arrivé environ 4 heures après votre opération, a demandé si vous étiez en vie, si vous alliez bien. Quand nous avons expliqué que votre fils avait refusé de venir, que nous avions besoin de quelqu'un pour signer des formulaires d'autorisation et prendre des décisions médicales. Elle a fait une pause. Monsieur Fournier, il s'est mis en colère. Pas contre nous, contre la situation. Je pouvais l'imaginer. Même enfant, Antoine avait cette loyauté féroce. Il a dit au docteur Shapiro que vous l'aviez aidé il y a des années quand il n'avait rien. Que vous lui aviez donné à manger, appris des compétences, cru en lui. Il a dit que vous lui aviez dit un jour que tout le monde mérite quelqu'un qui se présente. Sa voix s'est adoucie. Il a dit, eh bien, je me présente pour lui. Ma gorge s'est serrée. Des larmes me brûlaient les yeux. Le docteur Shapiro était hésitant au début. Vous n'étiez pas parent. Antoine n'était pas dans vos dossiers, mais il a été persistant. Il a fourni des détails sur votre vie qui prouvaient qu'il vous connaissait. Et avec le refus de votre fils enregistré, nous avions besoin de quelqu'un. Elle a croisé mon regard. Il a signé des documents légaux en tant que votre représentant médical temporaire. Lui donnant l'autorité de prendre des décisions en votre nom si nécessaire. Il a signé ? Je ne pouvais pas finir la phrase. Il est resté dans la salle d'attente toute la nuit. N'est pas parti. N'a pas dormi. A juste attendu de savoir si vous alliez bien. Il vient prendre de vos nouvelles toutes les quelques heures depuis. Les larmes sont tombées alors. Je ne pouvais pas les arrêter. Un garçon à qui j'avais donné quelques repas il y a 15 ans avait conduit toute la nuit pour me sauver. Avait signé des papiers pour devenir mon défenseur. Était resté alors que mon propre fils ne voulait même pas répondre au téléphone à nouveau. Il est toujours là, a dit l'infirmière doucement. Il attend toujours. Voulez-vous que j'aille le chercher ? J'ai hoché la tête, incapable de parler. Elle a pressé ma main et s'est levée. Je suis vraiment désolé pour votre fils, Jean. Mais vous devez savoir que vous n'êtes pas seul. Vous avez quelqu'un qui se soucie de vous. Quelqu'un qui s'est présenté. Après son départ, je suis resté là,
à fixer le plafond, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Allongé dans ce lit d'hôpital, les souvenirs ont afflué. Il y a 15 ans, j'ai rencontré Antoine Moreau dans le sous-sol de l'église Saint-Martin. J'avais 58 ans à l'époque. Ma femme était partie depuis 3 ans. Olivier était à l'université, appelant de moins en moins. Je travaillais de nuit dans une usine automobile à Saumur et je faisais du bénévolat à la banque alimentaire de Saint-Martin les mercredis soirs. Cela me donnait un endroit où être, une raison de me sentir utile. Ce soir-là, je triais des conserves quand j'ai entendu un bruit. J'ai contourné l'étagère et j'ai trouvé un adolescent en train de fourrer du pain et de la soupe dans un sac à dos. Il s'est figé en me voyant. Les yeux grands ouverts, le corps tendu pour s'enfuir. Peut-être 17, 18 ans, maigre de cette façon qui parle de vraie faim. Vêtements sales, cheveux non peignés, cernes sombres sous les yeux. Je me suis approché, j'ai pris d'autres conserves, des haricots, des légumes, du beurre de cacahuète, et je les lui ai tendus. Si tu dois prendre de la nourriture, ai-je dit doucement. Prends au moins des choses qui te nourriront vraiment. Il a fixé les conserves comme s'il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Comment tu t'appelles? Antoine. C'est quand la dernière fois que tu as eu un repas chaud, Antoine? Il a haussé les épaules, essayant d'avoir l'air dur, mais ses mains tremblaient. Viens, je prépare le dîner de toute façon. Il m'a suivi comme un chat errant méfiant. Dans ma petite maison à l'est de Saumur, j'ai fait des spaghettis à la bolognaise. Il s'est assis à ma table de cuisine et a mangé comme s'il n'avait pas vu de nourriture depuis des jours. Il ne l'avait probablement pas fait. Tu peux revenir quand tu as faim, ai-je dit quand il a eu fini. Il m'a regardé comme si j'étais fou. Pourquoi? Pourquoi pas? Il est revenu. 3 jours plus tard, puis encore et encore. Bientôt, c'était 3, 4 fois par semaine. Au fil du temps, j'ai appris son histoire. En famille d'accueil depuis l'âge de 6 ans. Plusieurs foyers, aucun de bon. Abus, négligence. Il était sorti du système à 16 ans, trop vieux pour être adopté, trop jeune pour survivre seul. Il dormait dans une voiture en panne près de la zone industrielle. J'ai commencé à lui apprendre des choses. Comment vérifier l'huile d'une voiture, comment câbler une lampe, comment équilibrer un chéquier, comment passer un entretien d'embauche. Pourquoi vous m'aidez? A-t-il demandé un soir. Parce que tout le monde mérite quelqu'un qui se présente, lui ai-je dit. Tu n'as juste pas encore trouvé le tien. Ses yeux se sont embués. Il a détourné le regard, embarrassé. J'ai suggéré une formation professionnelle en électricité. Tu es doué de tes mains. Tu pourrais être électricien. Nous avons passé des mois sur les formalités administratives et les candidatures. Je l'ai fait inscrire au programme du lycée professionnel. Le jour de sa remise de diplôme, j'étais assis dans cet auditorium, la seule personne là pour Antoine, et je l'ai regardé traverser cette scène. Il m'a trouvé après et m'a serré dans ses bras pour la première fois. Merci, a-t-il dit, pour tout. C'est toi qui as fait le travail. Je me suis juste présenté. C'est tout ce dont j'avais besoin, que quelqu'un se présente. Après son diplôme, Antoine a trouvé un emploi chez un artisan local, a commencé à gagner un salaire décent, a pris un appartement. Mais ensuite, ma vie a changé. Olivier s'est marié. J'ai déménagé dans un endroit plus petit, plus près d'eux. Dans le remue-ménage, Antoine et moi nous sommes perdus de vue. Numéros de téléphone différents, adresses différentes. Il est passé une fois à mon ancienne maison, m'a-t-on dit, mais j'étais déjà parti. Je me suis dit qu'il avait avancé, construit sa propre vie. C'est ce que j'avais voulu de toute façon. Je n'aurais jamais imaginé que 15 ans plus tard, au moment où j'aurais le plus besoin de quelqu'un, ce serait lui qui se présenterait. C'est ce que je lui avais donné. Pas seulement de la nourriture, mais de l'espoir. Pas seulement des compétences, mais de la dignité. Pas seulement de l'aide, mais la preuve que quelqu'un s'en souciait vraiment. Et maintenant, allongé dans ce lit d'hôpital, j'ai compris quelque chose de profond. J'avais passé 20 ans à courir après l'amour d'un fils qui ne pouvait pas le donner, à trouver des excuses à son absence. Mais Antoine, un gamin que j'avais connu pendant peut-être 3 ans, il y a 15 ans, s'était souvenu, avait écouté ses fréquences d'urgence, avait entendu mon nom et avait tout laissé tomber.
Quelqu'un s'était présenté pour moi, juste pas la personne que j'attendais. J'ai dû m'assoupir car la chose suivante que j'ai su, c'est qu'on a frappé doucement à la porte. Quand elle s'est ouverte, il était là. Plus âgé, plus costaud, mais je reconnaîtrais ses yeux n'importe où. Monsieur Fournier, a dit Antoine doucement, en entrant dans la pièce. L'adolescent effrayé avait disparu. À sa place se tenait un homme confiant, capable, ses chaussures de sécurité et sa chemise à carreaux marquant quelqu'un qui avait bâti une vie de ses propres mains. Mais quand il a souri, j'ai vu le garçon que j'avais connu. Il s'est approché de mon lit et a doucement pris ma main. Je suis si content que vous alliez bien. Tu es venu? Ai-je chuchoté. Bien sûr que je suis venu. Vous pensiez que je laisserais quelque chose vous arriver? Je ne t'avais pas vu depuis si longtemps. J'ai essayé de vous retrouver quand vous avez déménagé. Je suis allé à votre ancienne maison, mais vous étiez parti. Pas d'adresse de suivi. Il s'est assis. J'aurais dû essayer plus fort. Tu ne me devais rien. C'est ce que vous avez toujours dit. Mais je vous devais tout. Il m'a parlé de sa vie. Entreprise d'électricité Moreau, sa propre entreprise avec 3 employés. La maison de la rue des Tilleuls pour laquelle il avait économisé des années. Toujours bénévole chez les pompiers, gardant ce scanner allumé. Tout ce que j'ai à commencer à votre table de cuisine, a-t-il dit. Quand j'ai entendu votre nom sur ce scanner hier soir, je n'ai jamais conduit aussi vite. J'avais une peur bleue d'arriver trop tard. Mon fils, les mots faisaient trop mal. Je sais, a dit Antoine doucement. L'infirmière me l'a dit. Sa mâchoire s'est crispée. Je suis là maintenant. C'est ce qui compte. Un coup sec à la porte nous a interrompus. Valérie est entrée avant que je puisse répondre, portant un sac cadeau et affichant un sourire forcé. Elle s'est arrêtée en voyant Antoine. Je suis Antoine Moreau, a-t-il dit en se levant. Un ami de Monsieur Fournier. Je suis Valérie Dubois, la femme d'Olivier. Elle l'a toisé avec un dédain à peine dissimulé. Nous voulions venir plus tôt, a-t-elle dit, sans vraiment me regarder. Mais ça a été mouvementé, les fêtes. Olivier a été bouleversé. Ah bon? Ai-je demandé doucement. Bien sûr. Il a juste été occupé avec des obligations professionnelles, des clients importants. Olivier a refusé de signer l'autorisation pour mon opération, ai-je dit. C'était un malentendu. Il était stressé. C'était la veille de Noël. L'hôpital lui a dit que je pourrais ne pas survivre. Il avait bu. Il leur a dit d'appeler si je mourais. Sinon, il s'en occuperait après Noël. L'hôpital a des enregistrements, a dit Antoine doucement. De chaque appel. Le visage de Valérie est devenu pâle. Jean, s'il vous plaît. C'est une affaire de famille. Alors peut-être que votre mari devrait être ici à votre place, a dit Antoine, calme mais ferme. Valérie a tendu le sac cadeau avec des mains tremblantes. Nous vous avons apporté quelque chose. Des magazines, de la lotion. Je l'ai regardé mais ne l'ai pas pris. Les gens ont posé des questions, a dit Valérie, la voix tendue. Des membres de la famille, ils veulent savoir pourquoi Olivier n'était pas là. Pourquoi un étranger signait des papiers à la place de votre fils? Voilà. La vraie raison. Vous êtes ici pour limiter les dégâts, ai-je dit. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que votre mari me laisse mourir la veille de Noël pour ne pas manquer une fête. La bouche de Valérie s'est ouverte et fermée. Je devrais y aller. Oui, vous devriez. Elle est partie sans un autre mot. Antoine s'est rassis en secouant la tête. Je suis désolé. Ne t'excuse pas. Tu as dit ce qui devait être dit. Il m'a regardé avec ses yeux qui avaient tant survécu. Monsieur Fournier, depuis combien de temps c'est comme ça avec Olivier? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Les appels non retournés. Les visites qui ressemblaient à des obligations. La façon dont Olivier me regardait comme si j'étais un inconvénient. 20 ans, ai-je chuchoté. Peut-être plus. Je ne voulais juste pas le voir. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir la vérité que j'avais évitée pendant 20 ans. Mon fils ne m'aimait pas. Peut-être qu'il ne l'avait jamais fait.
Et j'avais perdu 2 décennies à faire semblant. Une semaine plus tard, j'étais enfin assez fort pour sortir. Le lendemain matin, une assistante sociale est venue discuter de mes options. Sa question était simple, mais la réponse a tout changé. Monsieur Fournier, parlons de votre plan de sortie, a dit Sarah. Quel est votre système de soutien? J'ai jeté un coup d'œil à Antoine, qui avait été là tous les jours. J'ai quelqu'un. Et votre contact d'urgence? Actuellement, c'est mon fils qui est listé. Mais j'ai vu votre dossier. Je sais ce qui s'est passé. La voix de Sarah était douce. Vous pouvez changer votre contact d'urgence. Y avez-vous pensé? J'ai regardé Antoine. Il était assis tranquillement, sans insister, juste présent. Je veux le changer. Je veux qu'Antoine soit mon contact d'urgence et ma personne de confiance pour les décisions médicales. Les yeux d'Antoine se sont écarquillés. Monsieur Fournier, vous êtes sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr. Je serais honoré, a dit Antoine, la voix rauque. Je m'occuperai de tout exactement comme vous le souhaitez. Nous avons signé les papiers sur le champ. Des documents légaux, transférant l'autorité d'un fils qui m'avait abandonné à un homme qui s'était présenté quand ça comptait. Le lendemain, Antoine m'a aidé à monter dans son camion et m'a conduit à sa maison de la rue des Tilleuls. Une modeste maison de plain-pied avec un jardin soigné et un petit porche. Ce n'est pas grand-chose, a-t-il dit, mais c'est chez moi. L'intérieur était propre et simple. Il avait préparé la chambre d'amis avec des draps frais et des oreillers supplémentaires. J'ai arrangé ça pour vous, a-t-il dit. Dans le salon, quelque chose a attiré mon attention. Sur la cheminée se trouvait une photographie, Antoine, à ma table de cuisine des années auparavant, moi en arrière-plan à la cuisinière. Tu as gardé ça? Ma voix s'est brisée. Je l'ai toujours gardé. Cette cuisine a été le premier endroit où je me suis senti en sécurité. Vous m'avez fait sentir que je comptais. Il a fait une pause. La famille, ce n'est pas toujours le sang, Jean. Parfois, ce sont les gens qui se présentent. Tu peux m'appeler Jean maintenant, ai-je dit. On a dépassé les formalités. Il a souri. Jean, alors. Nous nous sommes installés dans une routine facile. Antoine préparait le petit déjeuner, m'aidait avec les médicaments, puis partait au travail. Il prenait des nouvelles à midi, rentrait tôt pour le dîner. Les soirs, nous étions assis ensemble, parfois à parler, parfois juste à être. Le 3e jour, le téléphone a sonné. Jean, c'est Isabelle Dupont, la tante d'Olivier. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des mois. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit, la colère dans la voix. Ce que mon neveu a fait, j'en ai honte. Ce n'est pas ta faute. J'organise une réunion de famille ce week-end. Je veux que tu sois là. Mon estomac s'est noué. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Olivier sera là. La famille doit entendre la vérité. Toute la vérité. Isabelle, tu as passé des années à le protéger. Il est peut-être temps que les gens sachent qui il est vraiment. Sa voix s'est adoucie. Et je veux rencontrer Antoine Moreau, l'homme qui s'est vraiment présenté. J'ai regardé Antoine, qui a hoché la tête en signe d'encouragement. D'accord, j'y serai. Bien. Samedi à 14h. Et Jean, apporte des documents. Apporte des preuves, car Olivier mentira. Après avoir raccroché, Antoine s'est assis en face de moi. Ça va avec ça? Je pense que oui. Il est temps que tout le monde sache la vérité. Tu veux que je vienne? J'ai besoin que tu viennes. Je ne peux pas faire ça seul. Tu n'es pas seul. Plus maintenant. La réunion était dans 3 jours. Olivier serait là. Toute la famille entendrait ce qu'il avait dit, ce qu'il avait fait. Une partie de moi redoutait cela, mais une autre partie savait que c'était nécessaire. Pendant 20 ans, j'avais protégé Olivier des conséquences. J'avais trouvé des excuses à sa cruauté, à son absence. Mais cela prenait fin maintenant. Il était temps pour la vérité, et j'étais enfin prêt à la dire. Le jour de la réunion, Antoine m'a aidé à monter dans son camion. Prêt pour ça? J'ai hoché la tête. Il est temps. La maison d'Isabelle était déjà pleine.
Des voitures bordaient la rue. Quand nous sommes entrés, toutes les conversations ont cessé. Isabelle s'est immédiatement avancée. « Jean, je suis si contente que tu sois venu. » Elle s'est tournée vers Antoine. « Et vous devez être Antoine Moreau, l'homme qui a sauvé la vie de Jean. » Elle nous a conduits au salon où Colette Bernard était assise, la grand-mère d'Olivier, 90 ans et l'esprit vif comme jamais. La matriarche. « Jean, viens t'asseoir à côté de moi », a-t-elle appelé. C'était une place d'honneur. Je me suis assis à côté d'elle. Antoine se tenait à proximité. De l'autre côté de la pièce, Olivier et Valérie semblaient mal à l'aise. Olivier ne voulait pas croiser mon regard. Des conversations légères ont rempli la pièce, mais la tension était palpable. Finalement, un cousin a pris la parole. « Jean, nous avons entendu parler de l'accident. » Olivier a dit que c'était un malentendu. Olivier, interrompit vivement Colette. « Arrête de mentir. » La pièce est devenue silencieuse. Colette s'est tournée vers moi. « Raconte-nous ce qui s'est vraiment passé. » J'ai pris une grande inspiration. La veille de Noël. Un semi-remorque m'a percuté sur la 10. 3 côtes cassées, un poumon affaissé, une hémorragie interne. J'avais besoin d'une opération d'urgence. Olivier s'est agité. Et tu l'as eu. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est ce que tu as dit quand l'hôpital t'a appelé. Olivier est devenu pâle. J'avais bu. Je ne réfléchissais pas. Qu'a-t-il dit? A demandé Isabelle. J'ai sorti la transcription de l'hôpital. Ma main tremblait en la dépliant. L'hôpital m'a donné un enregistrement des appels. Olivier s'est levé. C'est ridicule. Assieds-toi, a ordonné Colette. Olivier s'est assis. La main d'Antoine reposait sur mon épaule alors que je lisais. Hôpital, votre père a eu un grave accident de voiture. Il a besoin d'une opération d'urgence ou il pourrait ne pas survivre. Pouvez-vous venir? J'ai fait une pause. La pièce était absolument silencieuse. Olivier Dubois, c'est grave? Hôpital, potentiellement mortel. Nous avons besoin de vous ici dès que possible. Une autre pause. Olivier Dubois, s'il ne survit pas, prévenez-moi. Sinon, je m'en occuperai après Noël. Plusieurs personnes ont eu un hoquet de surprise. Le visage de Valérie est devenu blanc. Olivier, dis-moi qu'il a tort, a dit quelqu'un. C'est sorti de son contexte. J'étais stressé. J'avais des clients. Tu étais assez sobre pour organiser une fête, ai-je dit. La voix de Colette était glaciale. Tu as laissé ton père mourir pour ne pas manquer une fête de Noël. Vous ne comprenez pas la pression que je subissais. Je me suis levé lentement. La pression que tu subissais? La voix d'Olivier s'est élevée. Tu as toujours été trop needy. Toujours à appeler, toujours à vouloir rendre visite. C'est une pression constante. J'ai ma propre vie. Voilà, la vérité enfin révélée. La pièce a éclaté en voix choquée, mais je n'ai entendu qu'une chose, mon fils ne voulait pas de moi dans sa vie. Il ne l'avait jamais voulu. Assez, ai-je dit. Ma voix a coupé le bruit. Tout le monde s'est tu. J'ai fini de te trouver des excuses. J'ai fini de prétendre que ton absence est normale. J'ai fini de courir après une relation avec quelqu'un qui n'en veut pas. J'ai regardé Olivier. Tu n'as pas pu signer un papier pour me sauver la vie. Ça me dit tout. Alors, tu me coupes les ponts? A lâché Olivier. Non, tu m'as coupé les ponts il y a des années. J'accepte juste enfin la situation. Colette a parlé, sa voix lourde de déception. Ton grand-père aurait honte de toi, Olivier. Olivier a regardé autour de lui les membres de la famille qui le fixaient avec choc et dégoût, le regard froid de sa grand-mère. Très bien, si c'est comme ça que vous le voulez. Il a attrapé le bras de Valérie et est parti. La pièce est restée silencieuse après leur départ. Puis, Isabelle est venue vers moi, a pris ma main. Je suis désolé que tu aies eu à faire ça, mais je suis contente que tu l'aies fait. D'autres se sont approchés, s'excusant de ne pas l'avoir vu plus tôt, me remerciant pour la vérité, accueillant Antoine, mais je les entendais à peine. J'étais épuisé, vidé, mais aussi,
Pour la première fois en 20 ans, je me sentais léger. Rentrons à la maison, a dit Antoine doucement. À la maison. Sa maison. Où quelqu'un voulait vraiment de moi. Je suis sorti avec Antoine à mes côtés, et je n'ai pas regardé en arrière. Le lendemain de la confrontation, j'ai demandé à Antoine de me ramener à mon appartement. Laisser partir Olivier signifiait reprendre ma propre vie en main. L'appartement semblait différent quand je suis entré, plus petit, plus silencieux, plus vide. Non pas que quelque chose ait changé physiquement, mais parce que je le voyais avec de nouveaux yeux. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai regardé autour de moi. C'est ici que j'avais élevé Olivier après la mort de sa mère. C'est ici que j'avais cuisiné d'innombrables repas, aidé aux devoirs, attendu quand il sortait tard. C'est ici que je m'étais convaincu que la distance entre nous était normale, que tous les enfants adultes s'éloignaient de leurs parents. Mais ce n'était pas normal, et au fond de moi, je l'avais toujours su. J'ai pensé aux 5 derniers Noëls, comment Olivier avait toujours une excuse pour ne pas venir. Les 3 derniers anniversaires, des appels téléphoniques qui duraient moins de 5 minutes. Les années de conversation à sens unique où c'est moi qui faisais tous les efforts. Je me disais qu'il était occupé, stressé, qu'il finirait par revenir. Mais en me tenant dans cette chambre d'hôpital la veille de Noël, à peine capable de respirer, j'avais enfin vu la vérité. Olivier se fichait que je vive ou que je meure, et il l'avait dit à voix haute. Cet après-midi-là, j'ai appelé un avocat. Quand je l'ai rencontré 2 jours plus tard, j'étais clair sur ce que je voulais. Mon assurance vie vaut 400 000 €, ai-je dit. Je veux que 80%, soit 320 000 €, aillent à Antoine Moreau en tant que bénéficiaire principal. Les 20% restants, 80 000 €, devraient aller à des œuvres de charité locales, la banque alimentaire de l'église Saint-Martin, les pompiers volontaires et le foyer pour sans-abri de la rue des Chênes. L'avocat a pris des notes. Et je veux qu'Antoine Moreau soit désigné comme mon représentant médical légal. C'est lui qui devra prendre les décisions si je ne le peux plus. Et votre fils ? A demandé l'avocat avec précaution. Olivier Dubois recevra la montre de mon père, mon alliance, quelques photos de famille et une lettre que j'écrirai pour expliquer ma décision. Rien d'autre. L'avocat a hoché la tête lentement. Et la maison, vos autres biens ? Tout va à Antoine. Quand j'en ai parlé à Antoine ce soir-là, il a semblé abasourdi. Jean, je ne peux pas. Vous n'avez pas à faire ça. Si, je le dois, ai-je dit fermement. Tu t'es présenté quand ça comptait. Tu as été plus un fils pour moi en 2 semaines qu'Olivier ne l'a été en 20 ans. Tu es ma famille maintenant. La famille que j'ai choisie. Les yeux d'Antoine se sont remplis de larmes. Il a serré ma main fermement et ne l'a pas lâchée. Il est resté 3 jours avant le Nouvel An. Le moment d'un nouveau départ. Le réveillon du Nouvel An chez Antoine, sur la rue des Tilleuls, a été la première vraie célébration que j'avais eue depuis des années. C'était un petit rassemblement, rien d'extraordinaire, mais authentique. Le salon était décoré simplement, une guirlande de lumière blanche, une petite table avec des serpentins et des chapeaux de fête, et la vague odeur de poulet rôti venant de la cuisine. Henri et Sophie sont arrivés les premiers. Les collègues électriciens d'Antoine, portant une bouteille de vin et un plat d'amuse-gueule. Robert, le voisin âgé d'à accent grave côté, est arrivé avec une tarte faite maison et un sourire chaleureux. Nous nous sommes assis ensemble à table, poulet, purée, haricots verts, et des histoires qui ont fait rire tout le monde. Henri a raconté une blague sur un travail d'électricité raté. Sophie a partagé une histoire sur ses petits-enfants. Robert a parlé de sa défunte femme et de combien elle lui manquait pendant les fêtes. Puis Robert m'a regardé et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. La famille, ce n'est pas le sang, Jean. Ce sont ceux qui se présentent quand ça compte. J'ai senti une boule dans ma gorge. Pour la première fois depuis des années, je me sentais à ma place. À l'approche de minuit, nous nous sommes rassemblés autour de la télévision pour le décompte. L'énergie dans la pièce était chaleureuse, pleine d'espoir, tout ce que je n'avais pas ressenti depuis des décennies. Puis mon téléphone a sonné. Il était sur la table basse, l'écran vers le haut. Le nom s'est affiché, Olivier. La pièce est devenue silencieuse. Antoine m'a regardé. Tu n'es pas obligé de répondre. J'ai fixé le téléphone. J'ai regardé les gens autour de moi, cette nouvelle famille que j'avais choisie. J'ai regardé Antoine,
qui était resté à mes côtés alors que mon propre fils ne pouvait pas être dérangé. Je l'ai laissé sonner et sonner jusqu'à ce qu'il tombe sur la messagerie vocale. Le décompte a continué. 3-2 une bonne année. Tout le monde a levé son verre. À de nouveaux départs, a dit Henri. À la famille de cœur, a ajouté Antoine. Aux gens qui se soucient assez pour se présenter, ai-je dit doucement. Nous avons trinqué et je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Après que tout le monde se soit calmé, j'ai écouté ma messagerie vocale. La voix d'Olivier est sortie, désinvolte, normale, complètement imperturbable. Salut, papa. C'est moi. Bonne année. Je me disais qu'on pourrait peut-être se parler un de ces jours. Appelle-moi. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qu'il avait fait, rien. Je suis resté assis un moment, à fixer mon téléphone. Antoine s'est approché. Ça va? Oui, ai-je dit. Ça va. J'ai soigneusement tapé un SMS. Olivier, quand tu seras prêt à avoir une vraie conversation sur ce qui s'est passé, de vraies excuses, je serai prêt à écouter. D'ici là, j'ai besoin d'espace pour guérir. J'ai appuyé sur envoyer. Olivier a répondu en quelques minutes. Sérieusement? Tu vas me couper les ponts pour une seule erreur? C'est dur. J'ai fixé le message. Une seule erreur. Il n'avait toujours pas compris. J'ai éteint mon téléphone. Antoine s'est assis à côté de moi. Qu'a-t-il dit? Que je suis dur, ai-je dit. Que c'était juste une erreur. Antoine a secoué la tête. Il ne comprend pas. Non, ai-je dit, il ne comprend pas. Mais c'est son choix. Et j'ai fait le mien. J'ai regardé autour de moi Henri et Sophie rire ensemble, Robert se verser une autre tasse de café, Antoine assis à côté de moi comme le fils que j'avais toujours espéré. C'est ma famille maintenant, ai-je dit. Les gens qui m'ont choisi. J'ai posé mon téléphone et je suis retourné à ma vraie famille, celle qui m'avait choisi. Donc, voici ce que je veux que vous compreniez, qui que vous soyez à écouter cette histoire. La famille, ce n'est pas toujours le sang. J'ai passé 20 ans à courir après l'amour de quelqu'un qui ne pouvait pas le donner. 20 ans à trouver des excuses, à me convaincre que la distance était normale, qu'Olivier était juste occupé, qu'il finirait par revenir. Mais l'amour, ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous faites. Olivier est mon fils par le sang, mais il n'a jamais agi comme tel. Antoine était un étranger, et pourtant il est devenu le fils dont j'avais toujours eu besoin. La vraie famille, ce sont les gens qui se soucient assez pour se présenter. Pas les gens qui partagent votre ADN. Pas les gens qui sont censés vous aimer. Les gens qui le font vraiment. Et se soucier, ce n'est pas une question de mots. C'est une question d'action. Quand j'étais allongé dans ce lit d'hôpital, à peine en vie, Olivier ne pouvait pas être dérangé pour quitter sa fête de Noël. Mais Antoine, un gamin que j'avais aidé il y a 15 ans, a tout laissé tomber et a couru à mes côtés. C'est ça la différence. Voilà à quoi ressemble la vraie famille. Voici ce que j'ai appris à travers tout ça. Il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même. J'avais 73 ans quand j'ai finalement cessé de trouver des excuses à Olivier. Je pensais que j'étais trop vieux pour recommencer, trop vieux pour construire une nouvelle vie. J'avais tort. Les limites ne sont pas cruelles, elles sont nécessaires. Quand j'ai dit à Olivier que j'avais besoin d'espace jusqu'à ce qu'il puisse s'excuser, il m'a traité de dur. Mais fixer des limites, ce n'était pas pour le punir. C'était pour me protéger. La gratitude compte plus que le sang. Antoine ne me devait rien, mais il s'est présenté quand même. Cette gratitude, cette loyauté, signifie plus que n'importe quel lien biologique. La meilleure vengeance est de bien vivre sans eux. Je n'ai pas fait de mal à Olivier en changeant mon testament. Je ne lui ai pas fait de mal en choisissant Antoine. J'ai simplement arrêté de me faire du mal. La paix vaut mieux que la colère. Je ne suis plus en colère contre Olivier. J'en ai juste fini. Et c'est bien comme ça. Cela fait 6 mois maintenant. Je vis à quelques rues d'Antoine. Nous dînons ensemble quelques fois par semaine. Ma santé s'est améliorée. J'ai recommencé à faire du bénévolat à la banque alimentaire, la même où j'ai rencontré Antoine il y a toutes ces années.
Henri et Sophie m'invitent aux anniversaires de leurs petits-enfants. Robert et moi regardons le football ensemble le week-end. Antoine m'appelle tous les matins pour prendre des nouvelles. C'est ma famille maintenant, et je n'ai jamais été aussi heureux. Olivier n'a jamais rappelé après ce SMS du Nouvel An. Et vous savez quoi? Ça me va. Je ne le déteste pas. Je ne lui souhaite aucun mal. Je n'ai juste plus besoin de lui parce que j'ai enfin trouvé ce que je cherchais depuis le début. Une vraie famille. Pas la famille dans laquelle je suis né, la famille que j'ai choisie et la famille qui m'a choisi en retour. Alors, si vous êtes dans une situation comme la mienne, si vous avez une famille qui vous traite comme si vous n'aviez pas d'importance, qui ne se présente que lorsque c'est pratique, qui ne peut pas être dérangé pour s'inquiéter quand vous en avez le plus besoin, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous méritez mieux. Vous méritez des gens qui se soucient assez pour se présenter. Vous méritez d'être choisi. Et si la famille dans laquelle vous êtes né ne peut pas vous donner ça, trouvez la famille qui le peut. Parce qu'à la fin, les gens qui vous aiment le montreront. Et les gens qui ne le font pas, ils ne valent pas votre temps. Alors choisissez-vous. Choisissez la paix. Choisissez les gens qui vous choisissent. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la liberté. En repensant à cette histoire vraie, je réalise combien de temps j'ai perdu à attendre que quelqu'un m'aime comme je le méritais. Ne soyez pas comme moi. Ne passez pas des décennies à trouver des excuses à des gens qui ne se présenteront pas quand ça compte. Ces histoires de grand-père ne concernent pas seulement ma douleur. Elles concernent les leçons que j'ai apprises. Trop tard. Vous apprenez aux gens comment vous traiter. Chaque fois que j'acceptais la négligence d'Olivier, je lui disais que c'était normal de me traiter de cette façon. Ça ne l'était pas. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de cette histoire vraie, c'est celle-ci. Arrêtez de courir après les gens qui ne vous courent pas après. Votre valeur n'est pas déterminée par le fait que votre propre sang vous choisisse. Dieu nous a donné la sagesse de reconnaître le véritable amour non pas par les mots mais par les actions. Mon conseil, fixez des limites tôt. N'attendez pas d'avoir 73 ans et d'être allongé dans un lit d'hôpital pour réaliser qui se soucie vraiment de vous. Choisissez les gens qui vous choisissent. Construisez votre famille avec intention, pas par obligation. Des histoires de grand-père comme la mienne ont changé ma vie. J'espère que cette histoire vraie changera la vôtre aussi. Alors, voici ma question pour vous. Avez-vous trouvé des excuses à quelqu'un qui ne les mérite pas? Attendez-vous un amour qui ne viendra jamais? Si ces histoires de grand-père ont résonné en vous, veuillez laisser un commentaire ci-dessous en partageant votre propre expérience. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires vraies puissantes comme celle-ci. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez-le. Parfois, les histoires dont nous avons le plus besoin sont celles qui font mal à entendre.